Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce deuxième tour d'inspection de l'année 2025, avec un paquet d'informations à vous transmettre, alors ne perdons pas de temps. Au programme de ce soir, nous verrons que SpaceX, après avoir battu des records sur ses tests moteurs, compte bien lancer son Starship dès le vendredi 10 janvier, et non le 11 comme cela avait été indiqué précédemment. Pas étonnant en tout cas si on en juge par l'activité qui règne sur les différents endroits clés de la Starbase, et notamment celle du site de lancement. Le B-14, futur star du 7ème vol, vient d'être installé sur la table orbitale, tandis que ses petits frères se préparent déjà à prendre la relève, et que dans le ventre de la Star Factory, un prototype étrangement familier est en train de voir le jour. Bon, vous êtes prêts? Allez-y, on décolle pour le Texas. Salut les terriens, je tenais également à vous souhaiter une très bonne année, le meilleur pour vous et pour vos proches, avec ces photos de Starbase Surfer, le poète local qui n'a de cesse de traquer les meilleurs angles de vue pour photographier les prototypes ou les infrastructures de SpaceX. Les toutes premières photos en couleur de l'année donc, avec ici le seul et unique pas de tir du Starship actuellement en activité, même si un second ne devrait pas tarder à l'aider dans sa tâche titanesque. Ce site de lancement devenu célèbre à travers le monde et qui a vu pas moins de 6 couples de prototypes être lancés et qui devrait nous donner encore de belles émotions, mais aussi de belles sueurs froides au courant de cette année 2025. Au passage, le surfeur de Boca Chica nous propose d'évaluer son nouveau logo. Ouais, alors même si la critique est facile et l'art difficile, il serait dommage, et cela n'engage que moi, que cette représentation quelque peu austère remplace le logo actuel. Et oui, la photo ici est, je trouve, bien plus représentative du contenu qu'il propose sur son compte X. Et vous les terriens, qu'en pensez-vous ? Ah, et pour le cliché sur lequel on aperçoit un booster installé sur la table orbitale, ne bougez pas, on en reparle dans quelques instants. Plusieurs habitués du Starship ont donc bien évidemment présenté leurs vœux mercredi dernier, avec pour les plus précoces d'entre eux, Marcus House, cet Australien, observateur de Starbase depuis les tout débuts de ce programme, fait donc partie des terriens qui ont été les plus rapides pour nous souhaiter la nouvelle année, et pour cause, puisqu'en toute logique, pour rappel, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les premiers pays dans le monde à célébrer le nouvel an. Une année de folie à venir donc, avec au programme pour l'énorme fusée de SpaceX, une liste interminable de défis et de révolutions technologiques en tout genre à acter. Revenons en premier lieu pour ce tour d'inspection sur cette annonce d'Elon Musk qui profite d'une discussion avec d'autres passionnés du programme Starship pour confirmer le vendredi 10 janvier comme date du 7e vol. Une tentative très attendue, comme toutes les précédentes me direz-vous, si ce n'est pour la confirmation de la faisabilité du rattrapage du booster, déjà démontré une première fois certes lors du 5e vol, mais non réitéré sur le 6e. Un lancement qui consistera à bien reproduire cet exploit sans détruire pour autant et si possible le seul et unique pas de tir consacré au programme Starship. Mais ce n'est pas tout, car SpaceX hier a posté les objectifs du 7e vol sur son site et croyez-moi les terriens, j'ai relu plusieurs fois le texte pour être certain que je n'hallucinais pas. Et parmi ces tests, il y aura entre autres, et tout d'abord, le tout premier déploiement dans l'espace par le Starship de 10 simulateurs Starlink qui finiront leur course tranquillement un peu plus tard dans l'océan Pacifique. Rien que ça, on va assister à du grand spectacle avec des images magnifiques, mais le plus incroyable, c'est surtout que cette 7e tentative va donner lieu à la toute première réutilisation d'un moteur Raptor. Oui, vous n'hallucinez pas, un moteur qui a servi lors du 5e vol sous la jupe du légendaire B-12. Malheureusement, on ne connaît pas encore le numéro de série de ce moteur, mais ce qui est certain, les terriens, c'est qu'il va falloir le suivre de très près. Ce 7e vol s'annonce donc plus passionnant que jamais, et si tout se passe bien, ce sera une étape très importante de franchie vers la réutilisation des moteurs du booster. De même, nous devrions assister cette fois-ci à une véritable atteinte de l'orbite par le S-33, si l'on en croit les derniers tirs statiques auxquels il s'est adonné, avec entre autres l'allumage d'un seul Raptor, ou burn de désorbitage, si vous préférez, effectué sur le site de Massey. Au passage, Quentin vous fera probablement un live le vendredi 10 janvier pour ce 7e opus qui risque encore de nous procurer des émotions fortes.
En attendant ce jour fatidique, allons cette fois-ci sur le site de lancement que le stand de transport dédié au B14 a quitté en toute fin de journée après l'avoir déposé au pied de Mechazilla. On revient sur ce booster dans quelques instants, mais sachez que la future star du 7e vol ne devrait plus quitter le pas de tir désormais jusqu'au jour du décollage. Autre allée et venue, toujours les fameuses livraisons d'ergols qui n'en finissent pas et dont on se demande toujours comment elles pourront assurer un tel rythme pour une cadence équivalente à grosso modo plus ou moins 2 tirs par mois. Arrêtons-nous à présent un instant sur cette photo et zoomons un peu et aux surprises, que voit-on ? L'un des supports avec sa pince rétractable destinée à la nouvelle table orbitale qui a été livrée et déposée juste à côté du chantier du second pas de tir. Pour rappel, ces 20 supports sont dédiés aux 20 Raptors périphériques du booster qui prennent appui dessus. La construction de la V2 de la table orbitale semble donc en très bonne voie, contrairement au chantier du second pas de tir, lui aussi en cours de construction, mais qui pourtant tarde un peu à nous dévoiler ses fondations premières. Peut-être que contrairement à ce que j'imaginais au départ, ce ne serait pas la viabilisation des sols qui poserait vraiment problème à SpaceX, l'entreprise étant passée maître en la matière, mais plutôt, et c'est une possibilité dont nous avons récemment discuté avec Philippe, le signe avant-coureur d'une tempête dans les cerveaux des ingénieurs de Boca Chica. En effet, le déluge de ce nouveau pas de tir, tel qu'on le devine en ce moment, semble encore beaucoup trop léger par rapport à la puissance des 33 Raptors et bientôt 35 du booster. Bon, affaire à suivre comme toujours, mais il se pourrait bien que les ingénieurs de SpaceX hésitent sur la conception même de ce nouveau dispositif. En tout cas, la construction de la V2 de la table orbitale avance bien de son côté et de nouvelles pièces ont d'ailleurs fait leur apparition sur le site de Sanchez. Et ça tombe bien, puisque c'est justement sur ce site que nous nous rendons à présent. Ces nouvelles pièces donc sont apparues à côté du chantier de la structure. Il s'agit principalement de tuyaux d'alimentation en eau, pour ce qui pourrait bien être une équivalence du plancher refroidissant du premier pas de tir, mais cette fois-ci, non pas posé au sol ou dans le fond de la fosse, mais au niveau de la circonférence de la table. En effet, ces tuyaux irrigueront certainement la plaque principale, permettant ainsi de protéger les câbles, tuyaux et autres dispositifs incrustés dans la structure. Notez que cette nouvelle table orbitale est de plus en plus massive au fur et à mesure de sa construction et apparemment déjà équipée de câbles, de tuyauterie, d'où ma question. Comment les équipes de SpaceX vont-elles faire pour transporter cette énorme masse jusqu'au site de lancement ? Bon, vous me direz que ce ne sera pas la première fois que l'entreprise déplace des poids lourds d'un point A à un point B, mais au vu de la taille de la nouvelle table, l'appellation convoi exceptionnel n'aura jamais aussi bien porté son nom. Allez, reprenons de bonnes habitudes pour cette année 2025 et faisons un point sur les prototypes. Pour commencer, concentrons-nous sur les photos prises récemment par Starship Gazer que je ne vous présente plus. Oui, ce prototype peint en blanc devrait pouvoir vous mettre sur la piste. Il s'agit bien ici d'un cliché d'une première ébauche du HLS, avec cerise sur le gâteau, un aperçu rapide de ce à quoi pourrait bien ressembler le sas de cette version lunaire du Starship. Une photo qui a été prise depuis l'extérieur de la Star Factory dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. J'en profite ici pour faire une petite parenthèse sur ce Starship HLS qui reste encore relativement un mystère et qui donne lieu à pas mal de projections, notamment avec Lewis Snaggs qui a imaginé un HLS modulaire composé d'un vaisseau détachable divisé en plusieurs parties. De beaux visuels mais aussi pas mal d'inventivité de la part de ce technicien qui suit de près le programme Starship. Bon, bien évidemment, à l'heure actuelle, quand on parle de Starship lunaire, et si on essaie de rester pragmatique, ce n'est pas gagné. En effet, certains pourraient interpréter l'adjectif différemment et traduire lunaire par absurde ou incohérent. En effet, on rappelle qu'un vaisseau de cette taille, lors de sa rentrée sur Terre, bénéficie d'un freinage gratuit en quelque sorte, au vu de l'épaisseur de notre atmosphère, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas quand il s'agit d'allunir, puisque notre satellite en est dépourvu. Mais SpaceX nous a déjà surpris en maintes reprises par le passé, alors ne jurons de rien. Vous le savez, la V1 du Starship s'en est allée définitivement avec une prestation sans faute du S-31 lors du 6e vol, le 19 novembre dernier, mais également avec le démantèlement du S-32, ce qui bien sûr n'a pas été une surprise, on s'y attendait depuis longtemps. Désormais, lorsque nous parlons du deuxième étage de la fusée, nous parlons bien de la V2, avec le S-33 toujours au petit soin dans le second mégabé et qui attend patiemment, après avoir terminé sa campagne de test, de pouvoir enfin passer aux festivités. Autre prototype à venir, photographié depuis l'extérieur par Starbase Surfer, encore lui, le S-36 qui participera au 10e vol avec sa coiffe déjà pourvue de tuiles thermiques et le S-38, candidat d'office pour le 12e vol, qui lui en revanche est nu comme un verre.
Autre fait intéressant, d'autres photos prises cette fois-ci par les équipes de What About It, avec cette coiffe d'un deuxième étage dotée d'une rangée de tuiles rouges. Alors non, ce n'est pas le design du bouclier thermique qui aurait été revisité pendant les fêtes, mais bien un code couleur qu'utilise déjà au passage la NASA et qui consiste simplement à indiquer que les tuiles seront à retirer avant le vol. Et oui, afin de pouvoir aligner correctement l'ensemble des tuiles, de les disposer avec précision sur la coiffe, il est beaucoup plus simple de poser d'abord l'intégralité des Starbricks pour ne retirer ensuite que les parties qu'on souhaite soustraire à la toute fin du processus. Du côté des boosters, on assiste à une véritable préparation sur un rythme effréné, avec le B14 qui est finalement sorti du ventre du premier méga B pour aller se poster au pied de la tour orbitale avant d'être pris en charge par les chopsticks, soulevé puis installé délicatement sur la table orbitale. Un booster qui ne fait plus partie véritablement de la V1, ni n'appartiendrait encore à la V2, on l'a déjà évoqué ici. Certes, ce premier étage qu'on ne devrait pas tarder à voir quitter le pâtir avec le S-33 sur ses épaules, en l'occurrence dès le 10 janvier comme nous venons de l'indiquer, affiche des améliorations telles que de nouveaux renforcements, mais pas suffisamment en tout cas pour qu'on puisse le classer dans la seconde catégorie. Même chose pour le B15 dont on voit ici la partie Header Tank qui a été mise à jour. Ce booster qui participera au 8e vol a finalement quitté le site de production pour se rendre sur le site de Massey afin d'y effectuer sa campagne de test. Des essais cryogéniques qui se sont fort bien déroulés malgré les récentes modifications. Ce n'était donc pas forcément gagné. Pour info, les tests cryogéniques ont quand même pris 12 heures en tout et pour tout. En effet, les équipes de SpaceX ont effectué à la suite plusieurs tests de remplissage partiel avant de finir par un test complet. Le prototype repassera ensuite par la case Mega B pour y recevoir l'intégralité de ses moteurs sous sa jupe. Il se pourrait qu'on assiste en toute logique très bientôt à un tir statique de ce nouveau monstre, mais pour rappel, et contrairement au deuxième étage qui passe l'intégralité de leurs tests sur le site de Massey, les boosters, eux, en raison de leur puissance, sont obligés de faire rugir le Raptor sur le site de lancement uniquement. Allez, restons sur ce site de production et délaissons un peu les prototypes pour nous intéresser plus particulièrement à l'achèvement des travaux qui consistent depuis quelques mois maintenant à faire la jonction entre la Star Factory et les bureaux. C'est désormais chose faite, en tout cas en apparence si l'on en croit la toiture déjà installée sur cette partie qui fait la jonction. Nous l'avions déjà évoqué, mais pour rappel, cette connexion entre les deux structures semble complètement improvisée par SpaceX et ne faisait sans doute pas partie des plans initiaux. Mais attention, car il n'y a pas que dans l'improvisation de chantier et dans le rattrapage d'un premier étage que SpaceX est capable de faire des exploits. Autre record passé sous les radars, la vitesse de production des boosters qui a considérablement évolué. Par exemple, le B14, qui va participer au 7e vol, a commencé ses tests cryogéniques en début octobre 2024, ce qui fait qu'en seulement quelques mois, un premier étage a pu être assemblé et testé. Si on compare cette cadence avec celle de la NASA, la compétition est malheureusement sans pitié. Entre l'assemblage d'une fusée et son lancement, il peut parfois s'écouler 8 ans, alors que SpaceX ne met que quelques mois entre l'assemblage d'un booster et les premiers tests, et que ce délai diminue encore et encore entre chaque accouchement de prototype. Si l'entreprise arrive à terme à mettre seulement 3 mois de la construction de l'assemblage au premier test, ça risquerait vite de créer de l'embouteillage sur le tarmac de la Starbase. Bref, la cadence augmente et tant mieux, parce que 25 tirs prévus pour cette année, c'est autant de boosters et de vaisseaux à sortir des ateliers de la Star Factory. Une fois n'est pas coutume, finissons ce tour d'inspection en faisant un petit tour sur le site de McGregor, au lieu de SpaceX consacré au test des moteurs de ses fusées, avec Gary Blair de l'équipe de NASA Spaceflight qui a survolé très récemment les installations. Ce dernier a pu repérer un Raptor 3 installé sur l'un des bancs d'essai. Selon les Wing Watchers, ce dernier porterait le doux nom de R4. Bref, un moteur surpuissant qui devrait bientôt faire son apparition sous les jupes des boosters et des vaisseaux, mais chaque chose en son temps, pour l'heure, il s'agit de tester la bête. Et pour ce qui est de faire des essais moteurs, Quentin l'évoquait en introduction très rapidement, 2024 pour SpaceX, c'est également une année record dans ce secteur, en tout cas si l'on en croit NASA Spaceflight qui a enregistré sur place pas moins de 1764 essais sur banc. Avec un mois d'octobre très chargé, pas moins de 189 tests, mais surtout une moyenne de 147 chaque mois, dont un essai mémorable effectué par un Raptor sur une durée totale de 897 secondes, sachant que la durée moyenne des mises à feu est de 90 secondes, on comprend mieux le caractère exceptionnel de la chose. En tout et pour tout, ce sont donc 274 tests pour le moteur Merlin, 155 pour la version vacuum du Merlin, et surtout, ce qui nous intéresse ici, 1187 essais sur banc
pour le Raptor, version 2 et 3 confondus. Et oui, tous les Raptors qui ont été produits ont été systématiquement testés. Le site de MacGregor en pleine effervescence donc, et ce, jusqu'au tout dernier jour de l'année, portant le total annuel à, tenez-vous bien, 1768 tests si l'on prend en compte les 4 essais supplémentaires effectués pendant les fêtes. Je vous laisse imaginer la suite avec cette nouvelle année 2025 qui se profile. Alors oui, on va avoir pas mal de boulot sur la planche, mais comme je sais que vous êtes des inspecteurs des travaux aguerris et que rien ne vous fait peur, cela nous promet de beaux tours d'inspection en perspective. Merci Mathias, et oui effectivement ça va bosser dur, mais quand on aime on ne compte pas. Voilà les terriens, merci encore pour votre participation, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de mettre le pouce en l'air pour l'algorithme de YouTube. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, donc à très bientôt les terriens.